Bonjour à tous. Eh bien, nous sommes heureux de vous retrouver pour cette nouvelle cassette RCM vidéo à Las Vegas, la ville qui, paraît-il, ne dort jamais. Pour chacun d'entre nous, la capitale du Nevada, ce sont bien sûr les casinos, les néons et les strass de vie nocturne, 1000 fois montrés à la télé avec ses délires et ses excès. Pour les modélistes, c'est aussi un lieu de pèlerinage, car s'y déroule chaque année le TOC, le plus grand concours de voltige au monde, et la rencontre du QSAA que nous allons vous présenter ici. Mais sachez que Las Vegas, c'est avant tout une ville perdue en plein milieu du désert du Nevada. Hors des limites de la cité, on se retrouve vite dans une nature hostile et superbe à la fois que nous aimerions vous présenter. En empruntant la 95 vers le nord, en direction de Reno, autre ville de l'état bien connue des fanats d'aviation pour ses fameuses courses de raceurs, on s'arrêtera à Amargosa Valley, où cette station à essence typique nous servira de relais à 200 km environ de Las Vegas, avant de bifurquer en direction de Death Valley, la fameuse vallée de la mort. De Dante's View, on découvre un incroyable panorama sur l'immensité de ce désert salé, mesurant plus de 200 km de long, l'un des endroits les plus secs au monde, où la température peut monter à plus de 55 degrés l'été et dont le point le plus bas se trouve à 65 mètres sous le niveau de la mer. Quittons ce lieu inhospitalier et dirigeons-nous maintenant vers Valley of Fire, la vallée de feu, autre curiosité géologique qui tire son nom de la rougeur de ses roches, magnifiquement taillées par l'érosion. À Mouse Tank, la présence des premiers Américains, des Indiens de la préhistoire, se traduit par des signes inscrits dans la roche pour l'éternité. Les déserts réservent parfois de bien étranges rencontres. Quelle n'a pas été notre surprise quand nous avons doublé au milieu de nulle part cette 2 chevaux immatriculée en Floride. En quittant Las Vegas vers l'est, en empruntant quelques tronçons de la mythique route 66, nous nous dirigeons maintenant vers l'une des merveilles du monde, le Grand Canyon du Colorado. L'entrée du parc national se trouve à près de 600 km de notre point de départ, mais le spectacle vaut vraiment le détour. Difficile de s'imaginer que cet incroyable labyrinthe a été creusé au cours des millénaires par une simple rivière, le Colorado, qui s'écoule maintenant 1500 mètres en contrebas de notre lieu d'observation. Bien entendu, le Grand Canyon sera encore plus beau vu du ciel, et en empruntant l'un des nombreux circuits touristiques proposés au départ de l'aéroport international de Las Vegas, vous aurez des souvenirs inoubliables de l'un des plus beaux endroits de la planète. Sur le bord de la route qui nous ramenait vers la capitale du jeu, nous avons eu la surprise de voir cet Avensis Invader faire un point fixe sur un petit aérodrome perdu en pleine forêt sur le plateau qui borde le Grand Canyon. C'est ainsi que nous avons découvert le Plane of Fame Air Museum, un petit musée comme il en existe beaucoup aux États-Unis. Si nous avons décidé de vous présenter ce musée, c'est qu'il possède quelques belles pièces, dignes d'intérêt car rarissimes, comme ce Ford trimoteur de la compagnie Scenic Airways. Il y a quelques années encore, cet avion promenait les touristes au-dessus du Grand Canyon, avant d'être remplacé récemment par des Twin Otter. En fait, ce musée est une extension du fameux musée de Chino, en Californie, mondialement connu pour sa collection unique de chasseurs de la Seconde Guerre. Ici, on retrouve une vingtaine d'avions qui complètent cette collection, comme par exemple le Lockheed C-121 Constellation, qui était l'avion personnel du général MacArthur durant la guerre de Corée. Ici, un F-84B Thunderjet de 1946, l'un des premiers jets américains à exporter à de nombreuses versions à travers le monde. Ce magnifique moteur en étoile continentale appartient à Curtis Robin, qui sortait visiblement tout juste de restauration.
vous noterez la qualité du travail effectué. Il existe aux États-Unis de nombreuses sociétés spécialisées dans ce domaine, et ce sont rarement les musées eux-mêmes qui effectuent les remises en état de leurs avions. Malgré son bras de levier avant très court, ce Curtiss aux formes anguleuses, avion de tourisme très en vogue dans les années 30, serait un sujet de maquette original pour qui aurait le courage de s'attaquer à la reproduction moteur en étoile, à moins bien sûr de posséder un Seidel ou un Robart 370, deux moteurs que nous verrons un peu plus loin dans ce reportage. S'ils sont nombreux en Europe, les Vampires sont encore assez rares aux États-Unis, et celui-ci, venu directement d'Angleterre, est encore en état de vol, comme d'ailleurs la plupart des avions de cette collection. Pénétrons maintenant dans l'unique hangar du musée, plein comme un œuf et méticuleusement entretenu, bourré d'avions mais aussi d'objets aéronautiques, tels un Link Trainer ou une collection de radios de toutes époques. Aux côtés d'un Skyraider en provenance de l'armée de l'air française via le Gabon, comme celui de la Ferté-Alais, on trouve quelques pièces rares. Ce n'est certes pas le cas de ce Cessna L-19 Bird Dog, mais cet exemplaire est particulièrement bien conservé. Avez-vous, par exemple, reconnu du premier coup d'œil ce célèbre chasseur? Pour ma part, je dois dire que j'ai eu quelques hésitations, induit en erreur par le décor anglais, mais la dérive ne laisse aucun doute. Il s'agit bien là de la toute première version du Mustang, le P51 modèle A, qui sortit d'usine en 1940. Quant au mannequin de ce kamikaze, il est installé à bord d'une bombe volante suicide Yokozuka Oka, propulsée par fusée. Inutile de vous dire que les qualités de vol apportaient assez peu. En effet, généralement les Oka étaient largués au-dessus de leur cible par des Betty, et en fait les fusées ne leur servaient qu'à accélérer pour éviter la DCA. Ce Messerschmitt Bf-109 est également une rareté, car il s'agit d'une version de la fin de la guerre dont on connaît peu d'exemplaires, la G10. Suspendu au plafond, ce Bristol F2B passe presque inaperçu. Il s'agit d'une réplique volante d'un chasseur biplan anglais qui fut utilisé de 1916 jusqu'au milieu des années 20. Unique au monde, ce Pitts S2 est le seul avion capable de décoller ou de se poser aussi bien sur le ventre que sur le dos. Son pilote, Craig Hoskins, s'installe d'ailleurs dedans d'une façon assez curieuse, à l'aide d'un treuil, car il décolle upside down. Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué? On trouve également quelques maquettes RC comme ce Piper L4 version hydravion, mais ce sont surtout les drones exposés ici qui sont dignes d'intérêt. En effet, outre cette grosse cible radio-guidée de la marine US des années 60, on trouve deux autres modèles très proches de nos petits gros et qui ne datent pas d'hier, comme quoi on n'a rien inventé. Tenez par exemple cette cible Radioplane RP5A équipée d'un moteur de 6 chevaux et demi et qui volait à 150 km/h a été construite à 3885 exemplaires. Eh bien, elle date de 1941, une époque où les modélistes ne disposaient même pas encore de radiocommande à lampe.
Sur le chemin du retour vers Las Vegas, nous voici arrivés au Boulder Dam, qui marque les limites entre l'état de l'Arizona et du Nevada. Longtemps le plus grand barrage du monde, haut de plus de 240 mètres, le Boulder Dam, dont la construction remonte au début des années 20, alimente encore aujourd'hui Las Vegas en électricité. Le lac artificiel qu'il a créé sur le cours du Colorado, le lac Mead, s'étend sur une longueur de plus de 300 km et est un lieu de villégiature très prisé des habitants de la région. Et c'est justement à quelques kilomètres de Boulder City et du barrage, à 25 km au sud de Las Vegas, en plein milieu de l'Eldorado Dry Lake, l'un des nombreux lacs asséchés de la région, que nous retrouvons finalement nos confrères américains du QSAA, la Quarter Scale Association of America. Cette association regroupait à l'origine les amateurs de gros modèles réduits à l'échelle du quart. Si cette échelle est devenue au fil du temps un standard qui n'a plus rien d'exceptionnel, il n'en reste pas moins que le fly-in annuel de Las Vegas reste une référence dans le genre. Welcome to Nevada, French people. My name is Marjo Bunny in Las Vegas, Nevada. I'm Vice President of QSAA. We're a 21-year organization. This is our 21st annual fly-in held in October in Las Vegas, Nevada, USAA. We fly large-scale airplanes here. How many planes? This year, we had 130 registered pilots, 160 plus fine airplanes. The quality of airplanes this year was just superb. By the video you've seen, you will attest to this. Thank you. Okay. En effet, la réputation de la rencontre n'est plus à faire. Sa renommée a depuis longtemps traversé les frontières, et depuis 1976, son succès ne s'est jamais démenti. Il est probable que le fabuleux site du Dry Lake, où elle se déroule, n'y est pas étranger. Et il n'y a rien d'étonnant à ce que certains pilotes qui viennent d'États moins favorisés que le Nevada du point de vue météo en fassent leur pèlerinage annuel. Comme tout événement se déroulant à Las Vegas, le meeting du QSAA est sponsorisé par un casino. Il s'agit ici du Sam's Town, où les modèles sont tous exposés dès le jeudi soir. Exposition statique qui fait d'ailleurs l'objet d'une remise de récompense bien dans style US. Mais intéressons-nous plutôt à ce qui se passe sur le terrain, c'est autrement plus passionnant. Commençons par le modèle qui en toute logique a le plus de succès ici, le Piper J3. On en compte des dizaines, pratiquement tous issus de kits, dont le plus représenté est sans doute le Balsa USA à l'échelle du tiers. En effet, si à l'origine seuls les modèles à l'échelle du quart étaient autorisés, les règles ont changé et tous les modèles de plus de 2 mètres d'envergure sont maintenant admis. J'ai vu voler pas mal de J3 dans ma vie déjà, mais jamais aucun qui ait les qualités acrobatiques de celui de Tom Reinbold, équipé d'un quadra 52 cm3. C'est proprement ahurissant. Le Dry Lake s'étend sur plusieurs kilomètres carrés, et comme sa surface est lisse comme la main malgré la terre craquelée par la sécheresse, les modèles peuvent décoller et atterrir dans n'importe quelle direction, quel que soit le vent, parfois violent. Mais dès qu'un orage éclate, cette surface en apparence inaltérable se transforme presque immédiatement en véritable bourbier. Le terrain se vide alors en quelques minutes, personne n'ayant envie de rester enlisé en plein désert. Fort heureusement, cette année, la météo fut au rendez-vous, avec une température bien agréable pour la saison. Rappelons que malgré les apparences, Las Vegas se trouve à 800 mètres d'altitude et qu'il y fait vraiment frisquer le matin. Il faut s'en souvenir également pour ce qui concerne le réglage des moteurs, sinon attention aux surprises.
Ce magnifique moteur en étoile, installé sur un PT-17 issu d'un plan Nick Zeroli agrandi, est bien sûr fonctionnel. Il est produit depuis l'an passé par Robart et est proposé à près de 20 000 francs, ce qui est finalement tout à fait correct. 7 cylindres en étoile de 130 cm3 4 temps, le R780 est une petite merveille de mécanique, sans équivalent à l'heure actuelle et au bruit vraiment réaliste, comme vous pouvez en juger. Vous venez d'entendre le chef de piste annoncer un touch and go. C'est en effet la règle ici. Chaque pilote doit clairement annoncer les figures qu'il va effectuer près du sol afin d'assurer la sécurité qui est un véritable leitmotiv au QSAA. Le pilote de ce PT-17 n'était autre que le propriétaire de la firme Robart qui ne s'est pas privé de voler à maintes reprises avec un plaisir non dissimulé. Autre avion assez typique ici, alors qu'il est pratiquement inconnu chez nous, le Morizet Bravo. Il faut dire que beaucoup de modélistes présents ici sont des anciens de l'US Air Force, où cet avion fut beaucoup utilisé comme primary trainer. Si vous avez vu notre première cassette relatant le fameux concours de maquettes de Top Gun, vous vous souvenez peut-être que le sympathique Jean Chevalier nous avait présenté son Travel Mystery Ship, issu d'un kit de Fred Reeves. Et bien voilà le modèle de l'homme en question, car Fred habite Las Vegas. Il est d'ailleurs l'un des fondateurs du QSAA. Vedette d'un film dans le plus pur style hollywoodien, ce racer des années folles était piloté par le très célèbre Pancho Barnes, dont la figurine va ici mal finir. C'est peu visible ici, mais cet avion a été équipé sous l'aile droite d'une caméra vidéo avec retransmission au sol des images en temps réel. Le soleil de plomb du Nevada avait aucun mal à assurer, d'autre part, la recharge en continu des accus avec de larges panneaux photovoltaïques. Très bel avion, ce Waco Triplane appartient à Claude McCulloch, une figure du maquettisme américain. Craché et salement endommagé ici même l'an passé, l'avion a été reconstruit et fait rarissime en gagnant 1,5 kg sur la masse totale.
Cette espèce de gros Nord Atlas est un C-119 Flying Boxcar, avion cargo très répandu dans l'US Air Force durant la guerre de Corée. En fait, je soupçonne même les ingénieurs de Nord Aviation d'avoir choisi cet avion comme modèle. Traité à l'échelle 1/10, il mesure 3,40 m d'envergure et pèse 24 kg, ce qui est largement au-dessus de la masse maximale normalement autorisée par les règlements de l'AMA, la fédération américaine dont dépend le QSAA. Cette limite est effectivement théoriquement de 20 kg, mais les dérogations sont nombreuses. Ce gros bourdon est motorisé par deux 52 cm3 Quadra, des moteurs qui restent très utilisés ici. Cela fait maintenant plusieurs années qu'il drop Jeep et parachutiste au-dessus du lac Salé, pour le plus grand plaisir des spectateurs, pourtant tenu à une distance respectable de la piste. En effet, un véritable no man's land d'au moins 100 mètres de largeur les sépare de la ligne des pilotes, toujours pour des raisons de sécurité, véritable obsession des organisateurs. Attention, chef-d'œuvre. L'aile volante Northrop RB35 que vous allez découvrir maintenant est en effet l'un des modèles les plus fascinants qu'il m'ait été donné de voir au cours de mes nombreuses pérégrinations modélistes. Cet étonnant appareil, qui avait presque 40 ans d'avance sur son temps, puisque sa formule ne fut reprise que sur la B2 dans les années 80, a effectué son premier vol le 25 juin 1946. Cette aile volante était motorisée par 4 Pratt & Whitney 4360R, des 28 cylindres, les plus gros moteurs d'avion de cette époque, qui entraînaient d'immenses hélices contrarotatives. Comme vous le savez sans doute, malgré des essais prometteurs, les ailes Northrop furent abandonnées pour d'obscures raisons politiques. Il aura donc fallu attendre 50 ans pour en voir voler une de nouveau, celle du Californien Yale Daney, une maquette fort réussie de 3,70 m. Vous noterez la fidélité de ce modèle. Tout est reproduit du train rentrant, de conception personnelle et équipé de freins pneumatiques, jusqu'au bec de bord d'attaque fonctionnel, qui compte pour beaucoup dans les qualités de vol. La motorisation est assurée par 4 moteurs OS à 5 cm3, placés dans l'épaisseur de l'aile et refroidis par des turbines d'hélicoptère. Ils entraînent des hélices 17 via une réduction 1/3.
Comme vous pouvez le constater, les évolutions de ce modèle sont vraiment impressionnantes. Pesant 14,4 kg, il possède une charge à l'air de 77 grammes au décimètre carré, plutôt élevé pour une aile volante, ce qui ne l'empêche nullement de voler à merveille. Vous noterez à quel point il est difficile de ralentir la machine, malgré les aérofreins qui sont en fait les ailerons crocodile qui servent également au contrôle en roulis. Cette grosse semi-maquette du Hadis Thunderbolt 2, le célèbre chasseur de chars de l'US Army qui s'est distingué dans la guerre du Golfe, est assez imposante avec ses 3 mètres d'envergure. Si les nacelles proéminentes de cet avion étrange semblent bien reproduites, le fuselage en revanche semble avoir subi une cure d'amaigrissement, ce qui peut se comprendre aisément quand on sait que ce modèle est motorisé par 2 turbines Dynamax entraînées par des OS 91 DF. En fait, il y avait cette année 2 Hadis semblables, et ils s'en sont donnés à cœur joie, volant une bonne vingtaine de fois durant le meeting, en rasant les pâquerettes si on peut dire, à qui mieux mieux. L'extrême maniabilité de l'avion original semble se retrouver sur le modèle réduit, comme en attestent ses virages serrés sur la tranche. Cette chose bizarre, c'est un Messerschmitt 328, l'un des derniers prototypes secrets de la Luftwaffe. Cette maquette d'une rare complexité appartient à Jörg Vogelsang, qui n'est certainement pas un inconnu pour vous si vous êtes un fidèle lecteur de RCM. Ce millionnaire allemand, qui vit la moitié de l'année aux États-Unis, est l'un des modélistes les plus prolifiques au monde dans le domaine des machines d'exception, et il collectionne les trophées Best of Show à la rencontre du QSA depuis de nombreuses années. Ce modèle avait été présenté par le passé équipé de 2 pulsoréacteurs de fabrication perso. Sachez à ce propos que Jörg dispose de chez lui d'une salle souterraine dans laquelle il crée une dépression avec un énorme ventilateur pour régler ses pulsos, justement en simulant l'altitude de Las Vegas. Mais quand les réacteurs hollandais AMT Pegasus de 11 kg de poussée sont apparus, il n'a pas été long à en équiper son 328. C'était donc la première fois, à ma connaissance, qu'un véritable jet à réaction volait sur le Dry Lake, et il faut voir à quel point les organisateurs se sont entourés de précautions à chacun de ces vols.
Mais peut-être comprendrez-vous mieux cette fixation sur l'ordre et la discipline quand je vous aurai dit que le chef de piste n'est d'autre que Dick McKee, le chef de la police de Las Vegas, également modéliste fervent. Dépourvu de train, le ME328 nécessite l'emploi d'un énorme sando de 100 kg de traction, tendu par 3 aides sur plus de 100 mètres de long. Ce n'est vraiment pas un modèle facile à mettre en œuvre. Les Américains annoncent sans sourciller une vitesse de vol de 300 miles à l'heure, soit à peu près 500 km/h. Inutile de vous dire que ça me paraît un petit peu optimiste. Disons 300 km/h et ça ne sera déjà pas mal. Vous avez pu le constater, la structure de ce modèle, entièrement en composite fibre de verre ni d'abeille, n'est pas des plus simples et le fuselage renferme une véritable usine à gaz nécessaire au fonctionnement des turboréacteurs. Quant aux cylindres de carburant, ils autorisent une autonomie d'environ 6 minutes seulement, mais c'est déjà largement suffisant pour se faire des sensations. En tous les cas, ce qui est certain, c'est que lors de l'atterrissage, en l'absence d'aérofrein, la poussée résiduelle ne facilite pas le freinage du modèle. Heureusement que le terrain est immense. Vous aurez également noté la sortie du patin, actionnée hydrauliquement. Ce magnifique Super Stearman issu d'un kit de Bob Dively, qui porte le décor d'une patrouille acrobatique américaine qui était basée à Budapest en Hongrie avant-guerre, est en fait la reproduction d'un avion restauré encore aujourd'hui utilisé dans les grands shows tels que Squash pour des exhibitions de wing walking. Vous savez, ces acrobaties qui consistent à avoir un guignol qui s'assoit sur le bord d'attaque, qui marche sur les ailes ou dont la tête frôle le bitume en vol d'eau. C'est le genre de choses qui plaît toujours au public à vite de sensations fortes. Cette trapanelle a patiemment attendu que le vent tombe pour effectuer ce qui semblait être son premier vol. Les réglages et le centrage méritaient visiblement d'être un peu peaufinés, mais le pilote n'en a pas eu le temps. Tony Nakarato et sa mère, Adi, qui a fêté ses 73 printemps juste avant leur rencontre, sont des figures légendaires du QSAA. Adi tient en effet une boutique de modèles réduits à Burbank, en Californie, depuis 1936. Précurseurs parmi les précurseurs du vol électrique aux États-Unis, ils font évoluer depuis longtemps ce Farman Moustique équipé d'un simple Astro Cobalt 05, alimenté par un pack 7 éléments tout à fait classique. Le modèle, construit comme un vol libre, est extrêmement léger et visiblement il aurait été tout à fait capable d'enrouler les thermiques puissantes que l'on voit parfois se déclencher en mini tornades dans le désert. Vous noterez la tête du pilote profilée pour offrir le moins de traînée possible et le réalisme du bruiteur couplé avec le variateur. On voit de bien curieuses choses ici qui ne sont pas toujours des avions. Cette curieuse voiture de construction personnelle, tout en bois par exemple, qui a participé à une course traversant tous les États-Unis de New York à Los Angeles. Voilà une excellente introduction pour vous montrer les moyens de locomotion de nos amis américains. Je crois que ça va faire des envieux. Le parking du QSAA accueille des centaines de camping-cars tels que celui-ci. Les modélistes restent ainsi sur le terrain 4 jours durant, en plein désert, mais avec le confort maximum. Quant aux pick-up, ils sont bien assez grands pour mettre un petit gros tout monté dans le coffre. Les fabricants, comme ici Hobby Club USA, possèdent souvent quant à eux d'immenses remorques qui servent également de véritables ateliers ambulants.
Comme dans tout grand meeting qui se respecte, surtout ici aux États-Unis, les exposants sont nombreux. Artisans, fabricants de kits, vendeurs de t-shirts ou autres babioles aéronautiques, leur stand se presse sur plus de 250 mètres de long. Au hasard, nous y avons découvert un Cap 232 aux pièces découpées au laser, mais à la bulle difforme, un Fun Silhouette équipé d'un Yamada 120, et enfin un magnifique lanceur tout en fibre. Mais le stand qui connaissait le plus grand succès, c'était incontestablement celui de la gigantesque loterie organisée par le QSAA. 2 tirages au sort, un pour le public et un réservé aux pilotes. Eh bien, croyez-moi si vous voulez, quand ils furent appelés, le terrain s'est véritablement vidé et il n'y avait plus un seul avion en vol. Incroyable. Bien entendu, les avions de voltige sont nombreux ici, et parmi eux les Cap. Tenez par exemple ce Cap 20 première génération. Eh bien figurez-vous que le modéliste qui l'a réalisé ne construit que des Cap 20 depuis 13 ans. Et inutile d'essayer de lui faire faire des Cap 21 ou, plus sacrilège encore, un 231 ou un 232. Si les Gills 200 et 202 commencent à apparaître en masse, et il n'y a rien de plus normal puisque ce sont des avions américains, on trouve encore pas mal de Laser 200, de Superstar ou encore des Sukhoi et des Yak 55, parfois pilotés par de très jeunes et talentueux pilotes. Le meeting du QSA se déroulant juste une semaine avant le tournoi des champions, qui voit s'affronter les 20 meilleurs pilotes du monde à 20 km de là, il n'y a rien d'étonnant à ce que certains pilotes américains profitent de l'occasion pour venir faire une petite exhibition de leur talent, souvent un peu incités par leurs sponsors. C'est par exemple le cas de Frank Knoll, que l'on voit ici décoller avec un Gills 200 Carden Aircraft. Pour les amateurs de technique, j'en rappelle que ce modèle est issu d'un kit à base de tures de contreplaqué et polystyrène coffré aussi bien pour l'aile que pour le fuselage. Il mesure 2,74 m d'envergure et est motorisé par un 3W120 qui entraîne une hélice Bolly 29,5 par 12.
Sachez que Frank a terminé 15ème du TOC, mais il n'a pas osé réaliser un tel torque roll durant la compétition. Mais les torque rolls ne sont plus l'apanage des meilleurs pilotes du monde, et cet Extra 300S nous en donne la preuve. Il était piloté par un jeune pilote plein d'avenir. Après les Piper J3 et les différents avions de voltige, il ne fait aucun doute que les modèles les plus représentés ici sont les Warbird. Il y en a incontestablement beaucoup plus qu'en Europe. Eh bien non, malgré les apparences, il ne s'agit pas d'un Westland Lysander, le fameux avion qui a servi pendant la guerre à ravitailler les résistants français. Bien que cet avion semble reprendre toute la partie avant du fameux Lysander, ainsi que sa voilure, il s'agit en fait d'un avion de formule tandem, avec un stab quasiment aussi grand que l'aile, tout simplement parce que l'expérimentation portait sur l'adaptation d'une tourelle à l'arrière de l'avion pour sa défense. La motorisation est assurée par un quadra 75 cm3, mais malheureusement l'avion n'a pas volé, ayant été terminé juste avant le meeting et n'ayant pas encore été vérifié sous toutes les coutures. Superbement réalisée par un spécialiste du genre, cette maquette mesure 3,83 m d'envergure, et le stab est presque aussi grand puisqu'il mesure 2,20 m d'envergure lui. En effet, l'accroissement de la masse nécessitait un surcroît de portance qui fut apporté par ce stab qui est en fait une seconde aile. Ce Black Widow n'a pas arrêté de voler durant tout le meeting. Issu d'un plan de Nick Ziroli, bien entendu, comme la plupart des avions construits d'après plan ici. S'ils ne sont pas issus de plans Nick Ziroli, ils sont généralement issus de plans de Jim Betts, qui est l'un des grands fondateurs aussi du QSAA. Cet avion a été équipé, comme vous pouvez le voir, de moteurs qui entraînaient de très grandes hélices, qui frôlaient le fuselage, ce qui rendait l'allure en vol particulièrement réaliste.
Ce magnifique Beaufighter a été réalisé par Ken Seifer d'après des dessins perso et il a nécessité à peu près 2500 heures de construction. Cet avion de 3 mètres d'envergure pèse à peu près 23,5 kg et il a été construit, les connaisseurs l'auront reconnu, d'après l'exemplaire qui est exposé au musée de la RAF à Hendon. Le gros problème sur le Beaufighter, on le sait, c'est le centrage, à cause du bras de levier avant particulièrement court. Et bien sur ce modèle, le problème a été résolu en ajoutant 1 kg de plomb dans chaque nacelle moteur, dans le capot, ainsi que 1 kg dans le nez de l'avion. Excusez du peu, 3 kg de lest, rien que ça. La recherche de la réalité a été jusqu'à respecter le profil du vrai. Mais inutile de chercher à vous procurer le plan, il n'est pas disponible. Sachez cependant qu'il en existe un qui vient tout juste de sortir, dessiné par Brian Taylor, et qui est disponible chez MV1. Le ronronnement très réaliste des deux moteurs de ce Beaufighter sont dus à deux Saito 300, de magnifiques bicylindres 4 temps, qui sont connus pour leur fiabilité. Durant les 4 jours du meeting de cette année, l'avion a réalisé 16 vols, rien que ça, et avec 16 atterrissages parfaits, ce qui est encore plus rare. Ce magnifique F8F2 Bearcat est issu d'un kit tout fibre de Cactus Aviation. Un kit qui coûte une petite fortune d'ailleurs. L'avion est motorisé par un moteur 3W 120 cm3 bicylindre qui le propulse aisément. Ce modèle était déjà bien connu ici à Las Vegas et avait de nombreux vols derrière lui. Malheureusement, on ne sait pas très bien pourquoi, peut-être bien à la suite d'un brouillage radio, il s'est crashé assez méchamment mais sera réparé. Inutile de vous dire que ce Mustang tout fibre, issu du kit Fiber Classics d'Andreas Gitz, fait un tabac aux États-Unis. À l'échelle 1.4,4, il mesure 2,59 m d'envergure et pèse à peu près 12,5 kg. Ce modèle peut être motorisé à partir d'un Titan 62 cm3, mais il sera bien mieux loti avec un 80 cm3 3W. Cet exemplaire est le second prototype réalisé par Andreas, et ce qui est notable, c'est que la finition aluminium n'est pas peinte, mais sort ainsi de moule. Il s'agit d'un gel coat métallisé superbe. Malheureusement, le modèle a connu quelques défaillances de train d'atterrissage, et vous ne le verrez pas voler ici.
Après le succès du Mustang, Andreas a réitéré cette année en présentant son tout nouveau JB à l'échelle du car, le tonneau volant R1 qui vole ma foi merveilleusement bien et qui a fortement impressionné les Américains. Il faut dire qu'Andreas connaît l'importance du marché américain pour le développement de sa firme, car la plupart de ses modèles sont exportés là-bas. Ce modèle de moins de 12 kg est équipé du tout nouveau moteur Seidel en étoile de 180 cm3 qui rentre tout juste dans le capot moteur qui mesure pas moins de 60 cm de diamètre. Malgré la mauvaise réputation de cet avion, vous noterez à quel point Andreas le maîtrise parfaitement et l'atterrissage sera un exemple du genre. Nous allions partir du terrain quand nous avons vu arriver sur sa petite remorque ce magnifique Biche 18. Lui aussi issu d'un plan de Nick Ziroli, très célèbre d'ailleurs, ce modèle a été construit par un modéliste qui est non moins célèbre puisqu'il s'agit du fabricant des trains rentrants Gene Barton. En effet, Gene venait tout juste de terminer cet avion, c'était sa première sortie et il a attendu qu'il n'y ait plus personne en l'air et plus grand monde sur le terrain pour le sortir de sa housse et enfin effectuer son premier vol. Eh bien vous allez voir qu'après une première tentative avortée de décollage, l'avion étant parti en dérapage, le vol sera un véritable festival. Pour un premier vol c'est assez remarquable, le pilote tentant même de la voltige avec des fumigènes, vous allez voir c'est vraiment magnifique.
C'est avec un plaisir non dissimulé que nous avons retrouvé ici le Cessna 188 Hackwagon de Randy Hansen, qui avait terminé second à Top Gun au mois de mai. Depuis, Randy a encore amélioré son palmarès puisqu'il a remporté les nationaux américains cet été. Le fait que Randy vole avec sa maquette de compétition dans un meeting tel que celui du QSA dénote bien la mentalité des maquettistes américains, qui est de se faire plaisir avant tout. Je ne pense pas que Randy ait le moins d'espoir de faire pousser du maïs dans ce désert salé, mais en tous les cas, ses démonstrations d'épandage étaient de toute beauté, tout comme à Top Gun d'ailleurs. À l'échelle du car, cette superbe maquette mesure 3,38 m d'envergure et pèse 17,2 kg. Il est motorisé par un Titan 62 cm3 qui l'entraîne allègrement. Je rappelle que Randy distribue le plan de ce modèle, ainsi que de quelques autres, dont un Piper Pony à la même échelle, à travers sa boîte, qui s'appelle le Northwest Ag Aircraft, à Astoria dans l'Oregon. C'est sur les superbes images de cette maquette d'exception que nous allons nous donner rendez-vous à l'année prochaine, même lieu, même date.